Je suis non seulement le commandant de la brigade, la 27e brigade d'infanterie montagne, qui est l'une des 7 brigades interarmes de l'armée de terre. Je suis également le conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre pour tout ce qui est opération en montagne et grand froid, et notamment sur les aspects de sécurité. Je suis également père des troupes de montagne, puisque la brigade elle comporte, vous verrez, quelques 6 unités, mais sont rattachées à nous un régiment du matériel de l'armée de terre, le 7e Wehrmacht, et puis un régiment du train, ainsi que des médecins qui sont plus spécialisés pour nous accompagner dans les opérations en montagne. Et je suis également commandant de la base de défense de Grenoble, Annecy, Chambéry, et enfin délégué militaire départemental de l'Isère, qui est le plus gros département le plus gros département de France, et celui qui a le plus grand nombre de forces de gendarmerie en métropole. Donc c'est un département assez sensible. Voilà. Alors, bon, pourquoi nous? Le fait qu'il y ait toujours l'image, on nous associe toujours à l'hiver. Vous verrez qu'il n'y a pas que l'hiver pour nous, et la capacité à opérer en montagne hivernale. Comme je vous l'ai dit, on est une des 7 brigades interarmes de l'armée de terre, avec une particularité qu'on a une double capacité. C'est-à-dire qu'on a des capacités communes aux autres brigades de l'armée de terre, et vous verrez ce qui explique qu'on est beaucoup en Afrique notamment, mais également une capacité différenciante, là en revanche qu'on est seul à posséder, qui est notre capacité à opérer en montagne et en zone grand froid. Voilà. Et je considère, et le CEMA considère que c'est aujourd'hui à haute valeur ajoutée, pour l'armée de terre bien sûr, mais pour les armées, et également au niveau stratégique, puisque vous avez bien vu qu'à la fois on est préoccupé par le flanc sud, par l'Afrique, donc où toutes nos forces sont déployées, mais également on a des intérêts évidents stratégiques en Europe, à l'Est, dans le cadre de Lynx, où on a été déployé avec des matériels spécifiques, et puis probablement à venir dans le Grand Nord. Voilà. Allez-y. Voilà, simplement la géographie. Pendant très longtemps, cette géographie nous a marginalisés. Aujourd'hui, c'est un énorme atout. On est complètement à l'Est. Pourquoi c'est un atout? Parce qu'on est très concentré. Alors la particularité, c'est qu'il y a des forces de combat, mais il y a aussi un environnement des forces pour nous préparer à l'engagement. Alors, si on part complètement au nord, vous avez en Haute-Savoie, vous avez Chamonix, une école militaire, l'école militaire de haute montagne, qui est sous mes ordres, directement. Voilà, qui forme plus de 800 stagiaires français chaque année, et 10 stagiaires interarmés, 10 stagiaires étrangers, et puis qui accueille des forces ou des experts d'armées étrangères pour venir s'entraîner dans le massif du Mont-Blanc. Particularité, c'est qu'au sein de l'école, il y a un pôle formation à dominante technique, mais également avec des aspects tactiques, donc la formation d'alpinisme et de ski, et puis également tactique. Et vous avez un pôle avec le groupe militaire de haute montagne, qui est sous mes ordres, mais rattaché également, enfin sous les ordres, les miens et ceux du CEMAT, et qui fait de très nombreuses expéditions dans le monde entier, et qui porte en fait les couleurs de l'armée de terre et de l'interarmée dans le monde entier. Donc des alpinistes de très haut niveau. Vous verrez également qu'il y a une autre fonction qui est d'être un laboratoire d'extrême. Et puis également dans l'école, vous avez les équipes de France militaire de ski. Voilà, avec Martin Fourcade en faisait partie, il vient juste de quitter, Tessa Worley voilà, en fait partie. Donc c'est très particulier comme école, très dynamique, avec des volets strictement militaires, des volets plus rayonnements, et une contribution au sport de défense. Si on descend, vous avez Annecy, le 27e bataillon de chasseurs alpins, le bataillon d'Aiglières, voilà, Tom Morel, c'est pour vous resituer. Vous descendez encore, vous avez Chambéry, le 13e bataillon de chasseurs alpins. Et puis, vous remontez la Maurienne et vous avez le groupement d'aguerrissement en montagne. Ça, c'est un pôle spécifique, j'y reviendrai, qui fait de l'aguerrissement pour l'armée de terre et qui forme également des armées étrangères. Ils sont également sous mon autorité. Vous allez à Grenoble, là, il y a une énorme base, celle que va visiter la secrétaire d'État, plus de 3000 personnes. Vous avez l'état-major de la brigade et vous avez un bataillon de chasseurs alpins, le 7e, celui qui est parti en 2012 de Bourg-Saint-Maurice. Vous avez le régiment d'artillerie de montagne, le 93e régiment d'artillerie de montagne. Et vous avez une unité de transmission également, et le groupement commando montagne, on en reparlera. Vous allez dans les Alpes du Sud, vous allez à Gap, vous avez le 4e régiment de chasseurs, on en a parlé, ce sont les cavaliers, donc avec des chars sur roues, à Misi-Cercé pour l'instant. Et puis on va encore plus au sud, et on a Saint-Christol, des légionnaires, donc j'ai sous mes ordres un régiment de légion étrangère, du génie de montagne. Le génie, voilà.
Et puis, à Gap, j'ai oublié, un point important, un centre de formation initiale des militaires. Voilà. Tout ça sous ma coupe. Allez-y. Alors, les particularités de cette unité, parce que pour avoir de la performance opérationnelle, ça ne se génère pas simplement avec des matériels ou avec des aspects techniques, la maîtrise technique. C'est aussi le fruit d'un ancrage et de relations très étroites avec la société civile, les territoires, c'est ce dont je vais parler, et avec l'histoire. C'est ce qui fonde en particulier les forces morales, mais c'est ce qui nous permet aussi de nous entraîner. Donc il y a un lien extrêmement fort dans cette région. Il faut s'y rendre pour s'en rendre compte. Donc là, vous avez en fait une histoire qui est très liée à la Seconde Guerre mondiale, et notamment aux maquis, puisque les maquis ont été commandés et armés par l'armée d'armistice, qui était très largement composée de chasseurs alpins. Voilà, vous avez les Glières à gauche, le Tante Morel qui était du 27. Vous avez le Vercors au centre, les maquis du Vercors. Et puis à droite, ça c'est ce qui s'est passé en novembre dernier. On a célébré le centenaire de la Grande Guerre, parce qu'il y a énormément de soldats de montagne qui sont morts pendant cette guerre. C'était à Chambéry. Là, vous êtes au phare de Chambéry, c'est une très grande salle. Hein. On était à guichet fermé, hein, plus de 3000 personnes pour un spectacle sans lumière. Et l'après-midi, on avait défilé en ville, à Chambéry. On pense qu'il y avait plus de 5000 personnes, toute génération. Voilà. Donc c'est une ferveur populaire qui est incroyable dans les Alpes. Je descends et je reviendrai au centre. Et ensuite, vous avez parmi les institutions civiles, publiques ou privées, avec lesquelles on travaille étroitement. C'est pas, je vous mets pas ça pour faire de la pub pour des stations de ski, par exemple, ou l'université de Grenoble-Alpes, avec laquelle on va signer une convention très prochainement sur la réserve, et avec laquelle on a un projet de chaire universitaire partagé. Mais également avec toutes ces stations avec lesquelles on a des accords et auprès desquels on achète des prestations et on leur met également à disposition des capacités. Et pourquoi toutes ces stations? Parce que dans ces stations, on a des postes militaires de montagne. En fait, donc, les bases sont généralement dans les vallées, et puis on a des postes en altitude. Voilà. Flentine, Montgenèvre, dans le Dévoluy, Champs-Rousse, Valloire et l'Alpe d'Huez. Et autour de ces postes, on a des champs de tir, notamment le grand champ de tir des Alpes. Champs de tir temporaires, on est les seuls à pouvoir tirer sur des champs de tir en hiver, enneigés. Quand ils ne sont pas enneigés, on ne peut pas le faire, mais quand ils sont enneigés, on peut le faire, à toutes les armes. C'est assez remarquable, c'est ce que vous avez vu dans le clip, où on faisait les avions de chasse, les hélicoptères de l'armée de terre, l'artillerie, les canons de char, on peut tout faire. C'est hors norme, c'est unique en Europe. À part en Scandinavie, mais en tout cas en montagne, c'est unique en Europe. Au milieu, vous avez la fanfare du 27e BCA, qui est la fanfare de troupes de montagne. C'est remarquable en termes, vous allez sur Google, où vous les trouverez, ils sont partout dans le monde. Ce sont des ambassadeurs incroyables. C'est étonnant, musique militaire, puis d'autres prestations artistiques. Au milieu, vous avez la Fédération pour le rayonnement et l'entraide des soldats de montagne. Ça, c'est notre grande association avec les amicales d'anciens. Très dynamique, c'est elle qui a organisé les événements de Chambéry. L'entraide montagne, ça, c'est une cotisation, des dons, et ça sert pour aider les blessés, notamment payer des prothèses, par exemple, aider les familles des blessés, les familles des décédés, les orphelins. Ils sont très, très actifs. Voilà, pour le suivi de ces gens qui ont perdu une partie de leur âme ou de leur corps, ou même la vie. Voilà. Allez-y. Alors, en quelques chiffres, 8000 soldats de montagne, dont 1300 réservistes. On a une réserve extrêmement dynamique. 3,6% de femmes. Alors, la question de la mixité, si peut-être vous me la poserez. Moi, je me la pose dorénavant. Je ne me l'étais pas posée avant. On était sur des chiffres, il y a quelques années, plus élevés. Mais pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, le soutien n'est plus sous mes ordres, directement. Donc en fait, comme beaucoup de filles étaient dans l'administration, voilà, donc de fait, nos chiffres ont diminué. Mais moi, j'ai pour ambition, et là on fait une campagne de recrutement dans ce sens, j'ai pour ambition de capter les talents féminins. Et 27 ans d'âge moyen, c'est très jeune. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de dire que c'est une élite pour tous chez nous. C'est pas une somme d'individualité, c'est pas le premier arrivé au sommet, c'est tout le monde arrive au sommet, et c'est pour ça qu'on a une école. C'est à nous de former les gens. Donc on peut venir chez nous, il y a des officiers, je connais des chefs de corps qui n'avaient jamais fait d'alpinisme avant d'être chef de corps dans une unité des troupes de montagne, et qui ont tout appris. Donc voilà, je le dis, on n'a pas besoin d'être un super skieur pour venir chez nous. C'est nous qui amènerons les gens au niveau. Voilà, pour les garçons et pour les filles. Autre chiffre, 2018, nous n'étions pas en opération extérieure, mais on était 4000, donc vous avez 50% de la brigade qui était engagée
sur Sentinelle, c'est colossal, c'est énorme, 2 mois consécutifs. Voilà. C'est une mission très noble, très difficile, qui se surajoute à la préparation bien sûr opérationnelle, mais ça la préparation on va dire que c'est courant, et puis à la projection. Puisqu'en 2019, dès le printemps, on a 4000 hommes et femmes, évidemment, qui seront engagés en opération extérieure, bande sahélo-saharienne, République Côte d'Ivoire, Irak, Outre-mer, mais également en parallèle, 2000 qui continuent sur Sentinelle. Et c'est les mêmes soldats qui sont sur les deux types d'opérations, qui alternent. De très nombreux partenariats militaires opérationnels et coopérations, ça c'est pas très connu, j'insisterai après dessus. On a un partenaire privilégié, c'est l'Italie, les autres alliés européens aussi, et puis on bosse avec l'Arabie Saoudite, les Émiriens, la Jordanie, le Liban, l'Ouganda, l'Ouzbékistan, la Géorgie. Voilà, très nombreux. En fait, de très nombreux pays qui recherchent des capacités aux opérations montagne. Quelques chiffres, l'infrastructure, 35, des gros efforts. Donc quand on disait, l'amiral en parlait, la LPM à hauteur d'homme, nous ça se traduit par des gros efforts sur l'infrastructure. Il était temps. L'infrastructure vit. Alors là-dedans, il y a aussi l'infrastructure Scorpion, je vais en reparler, mais l'infrastructure vit. Elle était complètement délabrée. Nos quartiers ont 40 ans d'âge. Il y a eu très peu de travaux de fait. Là, il est urgent de rétablir un niveau décent. Donc la LPM nous aide et la ministre vient voir également les travaux qui sont lancés. Le soutien, 15 millions d'euros sur le soutien. On n'a pas de... Voilà. Le budget est correct. Et l'entraînement, 3 millions d'euros, ça c'est l'entraînement qu'on a en propre. Voilà. Allez-y. Alors, la particularité, c'est qu'on a une double capacité. C'est ce que j'ai dit en introduction. Donc on a les capacités qui sont communes aux autres brigades interarmes, pour le combat interarmes, et le combat avec des capacités interarmées. Donc c'est pour ça que vous nous retrouvez dans la bande sahélo-saharienne, par exemple, dès le printemps, mais également cette fameuse capacité différenciante qui dit montagne et grand froid. Alors vous me direz, si on se met dans une perspective européenne, qu'est-ce qu'il en est des autres? Beaucoup d'autres ont une capacité, les Allemands ont une brigade de montagne, les Italiens ont une brigade de montagne. Ce qui fait la différence, c'est que nous, c'est Combat Proven, depuis l'Afghanistan, et comme la France nous engage beaucoup ses forces, et ben voilà, on cumule une expérience. Donc quand des gens disent pourquoi la France garderait une brigade de montagne, et ben elle le garde parce que double capacité, et parce que nous, on emploie nos forces. Voilà. Donc c'est ça la vraie différence. Sachant que les autres ont des capacités qui sont également intéressantes. Voilà, minéral et enneigé, et puis grand froid. L'idée, c'est que derrière ça, en tout cas nous, l'objectif qu'on a, et notamment à travers nos matériels, on les développe à partir de notre milieu, mais également on a vocation, c'est ce que j'ai demandé dans les travaux de recherche qu'on fait et qu'on mène, à ce que ce soit transposable dans d'autres milieux. Vous verrez par exemple des téléphériques de campagne, on travaille sur le téléphérique de campagne de nouvelle génération. Pour moi, c'est parfaitement transposable dans la zone urbaine. Voilà, allez-y. Sur la formation et l'aguerrissement, donc en fait, nos gens sont à la fois des soldats, ils ont la formation de soldats, on va dire, de base, et puis ils sont des montagnards. C'est pour ça qu'on a l'école et c'est pour ça qu'on a un centre d'aguerrissement. Voilà. Là, vous voyez des artilleurs. Bon, en même temps, tous les chefs passent à l'école militaire d'haute montagne et ont une formation. L'idée étant qu'en fait, pour évoluer dans ce milieu montagne et grand froid, il faut d'abord maîtriser le milieu, ou essayer de le maîtriser avant d'aller essayer de dominer l'ennemi. Parce que si vous n'avez pas ces compétences, cette aptitude, vous mettrez en danger avant même d'avoir été au contact de l'ennemi. Voilà l'enjeu. L'aguerrissement, simplement une chose, l'aguerrissement c'est pour 1600 hommes chaque année. On a un centre donc d'Amodane qui est d'abord dédié à l'armée de terre et également sur lequel nous, on a des formations particulières pour notamment la conduite de nos véhicules chenillés et des motoneiges. Autre particularité, les commandos montagne, 200, je vais aller très vite pour discuter avec nos commandos qui sont là. Ils sont 200, c'est l'élite de notre brigade, sélectionnée au sein de la brigade. Il faut savoir, donc ils sont capables, bien sûr, sont les meilleurs montagnards, sont les meilleurs soldats. Et actuellement, ils sont en permanence dans la bande sahélo-saharienne, voilà, avec les commandos parachutistes. Alors, l'avenir, le présent et l'avenir, c'est Scorpion. Donc Scorpion qui arrive dans les troupes de montagne, avec les premiers Griffons que vous voyez à gauche, qui arriveront en 2020, d'où les travaux qui commencent en termes d'infrastructure. Et puis le Jaguar qui arrivera en 2021 ou 2022 à Gap. On a toujours au milieu le véhicule haute mobilité. Là, on est en train de travailler sur des véhicules spécifiques pour nos commandos. Vous voyez la robotique pour le génie.
des fardiers, les enjeux de télécommunication, et puis l'enjeu également des drones et de l'intégration en troisième dimension, qui est surtout prise en compte par notre régiment d'artillerie de montagne. Voilà. Attendez, ouais. Appui à la mobilité également. Là, on a des grands travaux. Il faut absolument qu'on modernise tout ce qui est appui à la mobilité et au stationnement. C'était des programmes qui n'avaient pas été mis à l'ordre du jour. C'est pour se déplacer. Et voilà, ça, c'est le téléphérique de campagne que vous avez au milieu avec nos légionnaires. Et puis, il y a un dernier enjeu, qui est celui qui est un enjeu permanent, différent de l'enjeu des engins pour les opérations. C'est l'enjeu de notre sécurité et de la préparation opérationnelle au quotidien. Là aussi, il y a un programme de renouvellement de nos capacités, avec une dimension qu'on oublie un petit peu, c'est la dimension, enfin qu'on oublie, nous on n'oublie pas, l'armée de terre non plus, mais qui est d'être capable d'intervenir en cas de catastrophe naturelle dans les régions alpines. Voilà, on appuie des capacités de sécurité civile et des forces de sécurité intérieure. Voilà, et là on est sur des parcs qui sont en bout de course, mais qui sont prévus d'être renouvelés dans 1 à 2 ans. Voilà, allez-y. Innovation, on en parlait aussi, il y a une grande politique ministérielle sur la question, nous aussi on est dedans, alors c'est probablement parce que j'étais à l'état-major des armées l'année dernière, donc j'étais au cœur notamment du numérique et de l'innovation générale, donc nous on a pris le sujet à bras-le-corps, et la brigade a été désignée par l'armée de terre comme étant la brigade éclaireur dans le domaine du digital, c'est ce qu'on retrouve en bas. Et puis vous avez le groupe militaire de haute montagne, puisque c'est notre laboratoire de l'extrême. Il travaille avec l'IRBA, avec le service de santé des armées. Il travaille sur plein de matériel nouveau, sur l'alimentation, sur la production énergétique. Et chaque année, il fait une expédition avec les commandos montagne au Groenland, où, à l'occasion desquelles il teste tout le matériel. Donc vous voyez que ce n'est pas qu'un matériel expert. D'emblée, on a l'idée de transférer le retour d'expérience vers les forces. Alors quand je dis la force, c'est armée de terre, mais pas que, puisque le service de santé, c'est aussi pour les autres armées. Voilà. Et puis au milieu, on a souvent été précurseurs dans les matériels légers, ergonomiques, respirants, du fait que l'essentiel de notre combat est quand même débarqué. Voilà. Et tout ça également a pour vocation de profiter au reste de l'armée de terre, mais et aux autres armées qui seraient engagées dans ces zones. Allez-y. Voilà, quelques rendez-vous qui vont arriver. Je vous ai parlé des projections extérieures. Sentinelle, le fameux raid Groenland, avec le groupement commando et groupe militaire de haute montagne. On a la Saint-Bernard, qui est notre fête annuelle des troupes de montagne, qui a lieu à Grenoble, avec 2 focus, 10 ans d'Afghanistan pour les troupes de montagne, l'engagement en Capissa. Et puis également, c'est 75 ans de la libération des Alpes, donc avec les grands maquis. Et en particulier, on fera un focus sur le rôle central des militaires dans la résistance. Un prix soldat de montagne en 2019, qui, je pense, aura un certain retentissement, puisqu'on a une personnalité qui sera désignée, qui le recevra. Et puis, au niveau des entraînements, des patrouilles de combat hivernales et estivales dans le Briançonnais. Et en parenthèse, donc c'est l'exercice de combat avec les hélicoptères. Et puis l'exercice CERS, c'est ce que vous avez vu en tout début, et ça bouclera la boucle, l'exercice de tir interarmes et interarmées que vous avez vu au Grand Chantier des Alpes, qui sera renouvelé en novembre, et avec, nous l'espérons, enfin, c'est sûr, la participation de l'armée de l'air, peut-être de l'aéronavale, et puis des hélicoptères de l'armée de terre.